Bienvenue dans ce troisième épisode d'Urbanité verte. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment crucial. Comment on rénove nos bâtiments pour qu'ils soient bas carbone. On va s'appuyer sur les analyses et les retours d'expérience du Hub des prescripteurs bas carbone. Tout à fait. Et ces sources, elles sont riches, hein. On a des cas de logements, de bureaux, même une résidence senior, c'est un vrai panorama. L'enjeu, il est clair, décarboner le parc existant. C'est colossal. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre les leviers importants et puis aussi les défis pour y arriver. Exactement. Parce qu'il y a urgence, hein. Le bâtiment, ça pèse quand même 37% des émissions de CO2 mondiales, hein. C'est énorme. Ah oui, c'est considérable. Et face à ça, on entend des voix fortes, comme Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui nous disent il faut arrêter de démolir. C'est un message marquant. Pourquoi? Qu'est-ce que ça implique d'arrêter de démolir, selon eux? Pour eux, démolir, c'est vraiment jeter des informations, des connaissances, des couches, des matériaux, des souvenirs. L'existant, ce n'est pas juste un vieux bâtiment, c'est une ressource, c'est précieux. Une ressource matérielle, mais aussi immatérielle en quelque sorte? C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un lien direct avec le neuf. Si on sous-performe en rénovation, ça met plus de pression sur les constructions neuves. Ah oui, comment ça? Expliquez-nous ce lien. En fait, si on rénove mal, on consomme plus vite notre budget carbone global. Du coup, pour rester dans les clous, il faut que le neuf soit encore plus performant, plus cher, plus contraignant. Les deux sont vraiment liés. D'accord, je vois. La performance de la rénovation, ça allège la charge sur le neuf. C'est logique. Alors, comment on fait pour bien rénover bas carbone? Les sources du Hub, elles parlent de deux grands combats. Oui, deux combats distincts, mais connectés. Le premier, c'est l'énergie. L'énergie. La priorité absolue, j'imagine. Absolument. Sortir des énergies fossiles. Et le plus vite possible. Le potentiel de gain est juste énorme. On a un exemple dans les études qui montre qu'on peut gagner jusqu'à 800 kilos de CO2 équivalent par mètre carré, juste en changeant l'énergie. 800 kilos par mètre carré. Ça montre bien où est l'impact majeur. Mais est-ce qu'il faut absolument faire les deux en même temps? Réduire les besoins et changer l'énergie. Idéalement, oui, c'est le mieux. Mais bon, parfois, techniquement ou financièrement, c'est compliqué. L'important, c'est de planifier les deux étapes. Souvent, on commence par réduire les besoins, isolation, étanchéité, et ça prépare le terrain pour ensuite sortir des fossiles. Faut avoir cette vision planifiée. D'accord, planifié, même si c'est en deux temps. C'est noté. Et le deuxième grand combat, c'est sur les matériaux. Là, c'est plus un changement de regard, c'est ça? Tout à fait. Il faut vraiment voir le bâtiment existant comme une sorte de banque de matériaux locaux. Un trésor, en fait. L'idée, c'est de conserver au maximum. Le carbone des matériaux qu'on garde est faible, ok, mais l'impact évité. Celui des matériaux neufs qu'on n'utilise pas. Exactement, celui-là, il est très important. Et pour bien conserver, j'imagine qu'il faut d'abord savoir ce qu'on a. Donc un bon diagnostic des ressources, plus poussé que le simple diagnostic PEMBED réglementaire. Précisément. Le PMD, il regarde surtout les futurs déchets avant démolition. Là, il faut un diagnostic qui révèle le potentiel de conservation, de réemploi sur place. Mais attention, les sources pointent des freins. Ah, lesquels? Principalement trois piliers. L'assurance, qui est parfois un peu frileuse avec les matériaux anciens ou réemployés. La fiscalité, qui peut paradoxalement pousser vers des rénovations plus lourdes. Et puis la complexité de faire ce diagnostic ressources vraiment fiable. D'accord. Assurance, fiscalité, diagnostic. Des obstacles importants. Est-ce qu'on sait lequel est le plus bloquant ou comment avancer là-dessus? Les sources les voient plutôt comme un système. Trois points interconnectés. Il n'y a pas forcément un coupable unique. Il y a des expérimentations en cours, c'est sûr, notamment sur l'assurance, la normalisation du réemploi, mais ça prend du temps de faire bouger ces trois piliers. Bon, on a donc ces deux grands axes. L'énergie et les matériaux. Et j'imagine qu'agir sur l'un peut avoir des conséquences sur l'autre. Comment on trouve l'équilibre? Le Hub propose un outil, le temps de retour carbone, le TRC. Oui, le TRC, c'est un indicateur clé. En gros, il compare l'investissement carbone initial, c'est-à-dire les émissions liées aux matériaux qu'on utilise pour rénover énergétiquement, avec les économies de carbone futures grâce à la baisse de consommation d'énergie. Un peu comme un temps de retour sur investissement financier. Mais pour le carbone. Donc, en combien d'années les économies d'énergie remboursent le carbone qu'on a dépensé pour l'isolation, par exemple? C'est exactement ça. L'objectif, c'est que ce TRC soit plus court qu'une durée de référence, disons 30 ans, pour que l'opération soit considérée comme bénéfique pour le climat. Et attention, il faut bien distinguer le budget matière énergétique qui rentre dans ce calcul du budget qualité d'usage, le confort, l'esthétique, etc. Ça, c'est autre chose. C'est clair.
Un autre point qui revient souvent dans les sources, la réhabilitation, attention, ce n'est pas du neuf. L'approche doit être radicalement différente. Ah oui, fondamentalement. Les méthodes, les aléas qu'on découvre en cours de chantier, les contraintes spécifiques, c'est pas du tout pareil. Prenez le patrimoine par exemple, c'est encore plus spécifique, le travail est plus délicat, les objectifs parfois un peu différents, c'est le projet qui doit s'adapter au bâtiment, pas l'inverse. Et les contraintes techniques peuvent être un vrai casse-tête. La hauteur sous plafond, trop basse pour passer les gaines, ou au contraire, trop haute, et ça nuit à la performance. Parfois, il faut renforcer la structure, et ça rajoute du carbone, souvent avec de l'acier ou du béton. Oui, il faut vraiment anticiper tout ça au maximum. Et ne pas oublier l'impact du programme lui-même. Le confort d'été, par exemple, c'est un enjeu de plus en plus grand, et ça peut demander des systèmes qui consomment. Et pour évaluer finement tout ça, L'analyse de cycle de vie, l'ACV, mais une ACV détaillée, c'est indispensable, surtout pour les lots techniques comme le chauffage, la ventilation, la clim, le CVC. Leur impact carbone, fabrication, fluide, fin de vie, est souvent sous-estimé. on comprend que réussir une rénovation bas carbone, c'est un exercice complexe. Un peu comme une opération chirurgicale, il faut un plan précis, mais aussi savoir s'adapter à l'imprévu. C'est une bonne image, oui. Ça demande une vision d'ensemble, un arbitrage constant entre l'urgence de sortir des fossiles, le besoin de préserver au maximum les ressources de l'existant, et puis la gestion des contraintes propres à chaque bâtiment. Le TRC, il aide à objectiver une partie de cet équilibre. Très bien. Alors pour conclure et peut-être ouvrir un peu la réflexion ailleurs, au-delà de la technique, des calculs, est-ce que le vrai changement le plus profond, ce ne serait pas de transformer notre regard collectif? C'est-à-dire? Ben, de ne plus voir l'existant comme une contrainte, un problème à gérer, mais de le voir enfin comme ce qu'il est peut-être, la principale matière première pour construire la ville de demain. C'est une perspective intéressante. Voir l'existant comme la ressource numéro un, effectivement, ça change tout.